BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. À présent, on vous aide à diversifier vos placements. Pourquoi pas en investissant dans le vin? Oui, le vin peut constituer un placement. On en parle avec Angélique Delancsin, la directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Bonjour Cédric. Bonjour Angélique. On sort juste, Angélique, des célébrations du Nouvel An chinois. Est-ce que vous parvenez, depuis le poste d'observation privilégié qui est le vôtre, est-ce que vous parvenez à mesurer l'impact de cette fête, le Nouvel An chinois, sur les ventes aux enchères de vin? Alors déjà, la Chine continue à représenter une part très significative de nos exportations de vin, puisque c'est le 3e marché pour nos vins et spiritueux, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui était en léger retrait en 2016. La Chine a progressé de 13% l'année dernière, et donc oui, c'est un marché très important. Et au niveau des ventes aux enchères, chez nous, ça explose véritablement, parce qu'après un début d'année 2015 marqué par des incertitudes sur le marché chinois, nos ventes ont progressé de 135% à aujourd'hui par rapport à la même période de l'année dernière. Donc oui, les palettes s'accumulent au départ de Paris en destination de l'Asie pour nous. Et des Bordeaux qui en profitent, c'est ça? On n'arrêtait pas de parler depuis quelques années du succès grandissant des Bourgognes sur les marchés asiatiques, dans le cœur des Asiatiques, et finalement les Bordeaux s'en sortent encore pas si mal? Très bien même. Les Bordeaux et les spiritueux, en fait, ce sont eux qui tirent les exportations vers la Chine, vers le haut. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Bourgogne, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vrai que même si dans le top 10 de nos bouteilles les plus chères vendues, la première est un vin du Rhône, les 9 suivantes sont des vins de Bourgogne, et tous les mêmes d'ailleurs, des Romanée Conti. Bordeaux continue à représenter plus de 50% des échanges sur les ventes aux enchères, et la Bourgogne seulement 24%. Donc oui, Bordeaux reste très important, et d'ailleurs nos équipes sur place à Hong Kong nous confirment que pas un caviste qui se respecte n'oserait occulter le fait de présenter toute la gamme des vins de Château Lafite Rothschild, qui vont du premier cru classé de Pauillac au Château du Harmillon, qui appartient à la famille, en passant par bien sûr le second vin, les Caruates de Lafite. Donc oui, Bordeaux, les marques fortes de Bordeaux restent très importantes en Chine. Et l'avenir, une partie de l'avenir des Bordeaux donc se joue aussi en Chine. D'ailleurs, vous avez récemment vendu, Angélique, un très vieux millésime de Château Lafite. On imagine qu'il est parti là-bas lui aussi? Alors effectivement, il y avait récemment sur Idealwine une bouteille de Lafite 1880 qui était une bouteille reconditionnée au domaine, donc qui présentait toutes les garanties en termes de conservation, qui s'est vendue 4 680 €. Alors elle est partie, c'est un professionnel britannique qui l'a acquise, mais très probablement sa destination finale pourrait être l'Asie. Un vin collector, comme on dit. D'ailleurs, c'est une question que peuvent se poser les investisseurs. On est dans Intégral Placement. Qu'est-ce qui confère à un vin un statut collector finalement? Oui, c'est vrai que les investisseurs, dans le cadre d'un investissement vin, on a intérêt à rechercher ces fameux flacons collector. Donc il y a 3 points qui permettent de définir ce que c'est qu'un collector. Tout d'abord le millésime. Alors vous avez le millésime de musée, comme ce Lafite 1880. Vous avez des millésimes historiques, comme là récemment un Château Léoville-Lascaz 1945, qui s'est vendu à un prix en hausse de plus de 50% sur sa cote habituelle, à 780 €. Et vous avez des millésimes, ce qu'on appelle les millésimes du siècle, pour dans une région donnée, des millésimes phares vraiment très recherchés. C'est le cas par exemple d'un Château Rayas à Châteauneuf-du-Pape de millésime 1978, qui est très belle année à Châteauneuf, qui s'est vendu 1 260 € récemment. Donc ça c'est le millésime. Ensuite vous avez des domaines qui ont changé de main, ou dont le producteur a passé la main, lui, voire est décédé. C'est le cas en ce moment, toujours à Châteauneuf-du-Pape d'ailleurs, du domaine Henri Bonneau, dont les cuvées réserves des Célestins ou Marie Beurier sont très recherchées, parce que le vigneron est disparu, décédé il y a quelques mois, et les amateurs veulent retrouver des cuvées qui ont été produites par lui. Et le dernier point, c'est vraiment toujours la rareté, des cuvées qui sont produites à en très faible quantité. Je pense que chaque bouteille de la Romanée Conti qui quitte le domaine est déjà collector au moment où elle franchit la porte. Et justement, on connaît les grandes régions les plus prisées, notamment des ventes aux enchères, les plus prisées aussi pour faire du vin un placement, les Bourgognes, les Bordeaux, bien sûr, le Rhône. Pourtant, justement, si on s'intéresse au placement, il y a d'autres régions qui émergent peu à peu. On parle parfois de la Loire, du Jura, et puis il y a encore d'autres régions qui nous restent à découvrir. C'est ça, lorsqu'on souhaite investir véritablement dans le vin? Oui. Aujourd'hui, les amateurs élargissent leurs recherches. Et je pense par exemple, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui du Beaujolais. Pour le Beaujolais nouveau?
Alors, le Beaujolais nouveau, c'est un thème d'investissement dans le vin, sérieusement, le Beaujolais? Alors, plutôt malgré le Beaujolais nouveau. En fait, c'est vrai que le Beaujolais tout de suite fait bondir parce que il souffre de deux handicaps majeurs. Un handicap historique lié au décret de 1395 de Philippe le Hardy qui interdisait le gamay en Bourgogne, donc qui a immédiatement donné une image bas de gamme de ce cépage, et également effectivement cette opération du Beaujolais nouveau qui certes braque les projecteurs sur cette région, mais pas forcément sur une idée très qualitative. Pourtant, vous avez des producteurs ces dernières années qui ont fait des progrès énormes et qui ont vraiment contribué à tirer la région vers le haut. Donc les amateurs, logiquement, un petit peu découragés par les prix de la Bourgogne, tournent leurs yeux vers les régions limitrophes, et le Beaujolais en est vraiment une, et les producteurs eux-mêmes se mettent à investir dans cette région. C'est pas un hasard si toutes les grandes maisons bourguignonnes que sont Louis Latour, Louis Jadot, Drouin, Bichot sont toutes présentes dans le Beaujolais. Et le dernier point, c'est que grâce aux très beaux millésimes que sont 2015 et 2016, vous avez aujourd'hui les grands dégustateurs du monde entier qui se penchent sur cette région, sur et notamment Neil Martin, le successeur de Robert Parker, qui vient de publier un éloge dithyrambique des vins de Beaujolais. Vous ne rêvez pas, hein. Le Beaujolais, donc, qui est vraiment en train de devenir un vin d'investissement, parce que c'est un vin de garde également, c'est un vin qu'on doit conserver dans la durée. Alors, vous seriez sans doute surpris si vous goûtiez certaines cuvées qui ont déjà 10 ans d'âge. Je pense par exemple au moulin à vent du Château des Jacques, qui appartient à la maison Jadot. La cuvée Roche-Grès, c'est un vin qui, avec le temps, s'affine et gagne en complexité de façon assez exceptionnelle. D'accord. Là, on ne parle pas d'arrière-goût de banane, non, on est complètement sur d'autres choses. Vous avez des noms justement à nous suggérer, des noms de domaines dans le Beaujolais pour faire de ce vin un investissement également? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, parmi les précurseurs du renouveau du Beaujolais, vous avez Marcel Lapierre, qui était un chantre des vins nature et qui entraînait dans son sillage un certain nombre de producteurs comme Descombes ou Foyard. Vous avez chez Foyard une grande cuvée de garde. Il a joué sur ce nom de la Côte du Pic, qui est un climat très, très intéressant, très qualitatif de Morgon, avec sa cuvée 3-14. Vous avez également en ce moment un domaine qui est encensé dans les Côtes de Brouilly, le château Thivin avec sa cuvée Zacharie. Vous avez donc bien sûr le château des Jacques, après Jean-Paul Brun, des vignes. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui une multitude de producteurs qui méritent vraiment qu'on s'intéresse à eux. Et vous vous attendez du coup peut-être à avoir des Beaujolais, des vins du Beaujolais mis aux enchères, ça? Mais on les voit, oui, en fait, déjà dans des millésimes, des beaux millésimes comme 2009, 2010, on voit déjà des valorisations importantes en termes de hausse de prix. Bien sûr, on n'atteint pas du tout les niveaux d'un premier cru classé, voire d'un grand cru de Bourgogne, mais c'est assez frappant de voir la progression. Le plus difficile, je pense, ça va être d'accepter de conserver ces vins dans les beaux millésimes 2015 et 2016 qui arrivent, de ne pas les ouvrir trop tôt pour leur laisser le temps de se valoriser, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de prix. Ces nouvelles tendances du marché du vin, Angélique de Langsin. Merci Angélique d'être venue nous voir, la directrice générale d'Idealwine.com.